Maintenant, passons au processus de choix. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que on ne peut pas ne pas choisir. Notre cerveau fait des milliers de choix automatiques à chaque seconde et de temps en temps, on fait quelques choix de manière un peu plus consciente, mais que de toute façon, qu'on décide de faire quelque chose ou de ne pas le faire, ça va avoir un effet à cause de cette relation de cause à effet. Donc, on ne peut pas ne pas choisir, on est obligé de choisir quelque chose de manière automatique ou de manière volontaire. Et ce choix aura de toute façon des effets, quoi qu'on prenne. Et de ce qu'on a vu, c'est que cette histoire de libre arbitre, en réalité, il y a une certaine partie où c'est vrai, mais il y a une grosse partie où on n'est pas du tout libre. Parce que nos choix volontaires sont limités à ce qui a passé les triages des programmes automatiques et qui a pu rentrer dans la conscience de soi pour la réflexion ou la métaconscience. Et du coup, tout ce qui n'a pas passé les triages n'est même pas perçu dans la conscience de soi, donc n'est pas accessible par la volonté. Et à ce titre-là, on est simplement dans un libre arbitre qui est très relatif, c'est-à-dire qu'on peut choisir par rapport aux quelques possibilités que notre conscience de soi a pu observer, mais tout le reste, juste, on ne sait même pas que ça existe, donc on ne peut même pas y penser. Alors ça amène quelques réflexions assez importantes, c'est que dans le fond, la liberté qu'on a au niveau du choix, donc ce libre arbitre, c'est de se rendre compte que notre réalité mentale, elle est totalement relative et elle dépend uniquement de nos interprétations de comment est-ce qu'on imagine et comment est-ce qu'on va vraiment interpréter ce monde. Et ça, c'est notre métacognition qui nous dit là, tu es en train d'observer qu'il y a de la colère ou que tu vois cette personne comme ceci ou que tu vois cet arbre comme cela. Donc c'est vraiment la prise de distance d'observer ce qui se passe dans notre esprit. Ça, c'est la première liberté qu'on a. La deuxième, c'est de se rendre compte que nos choix ont été présélectionnés par notre cerveau et qu'on n'a absolument pas tous les choix possibles dans notre tête. Et juste reprendre conscience que le choix est limité actuellement et qu'en utilisant notre conscience de réflexion, on va pouvoir se rendre compte des barrières, des limites qui ont été mises et tout d'un coup passer à côté ou passer à travers pour trouver d'autres possibilités d'agir. Mais ça demande du temps, ça demande de se poser, ça demande de pouvoir réfléchir et de commencer à élaborer pour observer la situation et trouver d'autres comportements d'action. Et c'est exactement le travail que font les psychothérapeutes. Donc on peut travailler en hypnose, d'aller étudier une situation avec le thérapeute qui est un point de vue externe et qui du coup a une autre interprétation de ce qui s'est passé pour pouvoir trouver d'autres façons d'agir, d'autres choix possibles. Alors, nos choix vont avoir un effet et si on répète régulièrement ces mêmes choix, ça va créer des comportements qui deviennent habituels et qui sont des habitudes. Et ces habitudes, c'est en fait des renforcements de circuits dans notre cerveau qui peuvent être appris, qui peuvent être renforcés et qui peuvent être supprimés. Par exemple, vous avez appris à vous laver les dents. Quand vous étiez petit, vous n'y arriviez pas. Après, vous avez appris à vous laver les dents. Et si vous vous lavez les dents régulièrement, c'est un circuit qui tourne. Par exemple, vous avez appris que le matin, vous aviez besoin d'un café. C'était pas un comportement que vous aviez avant. Vous avez appris ce comportement, vous l'avez renforcé. Et peut-être qu'un jour, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de café. Vous allez supprimer ce comportement. Donc ça, c'est vraiment exactement comme un circuit électrique dans notre cerveau. On a des circuits qui sont très entraînés. On en a d'autres qui sont même inexistants, ils sont pas du tout là. Si vous avez jamais joué de piano, le jour où vous vous mettez à faire du piano, il faut apprendre, il faut créer ces circuits et ça prend beaucoup d'énergie. Et si vous êtes pianiste professionnel, ça prend plus du tout d'énergie parce que ces circuits sont très renforcés. Mais si vous devez apprendre à passer l'aspirateur et que vous n'avez jamais fait ça, même en étant pianiste professionnel, il faut remettre de l'énergie pour réapprendre un autre comportement. Donc, nos choix font des habitudes et ces habitudes vont entraîner notre corps et notre esprit dans des routines qu'on peut changer ou pas. Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire de cerveau et de conscience, c'est que dans le fond, on se rend compte que la réalité absolue, donc on va dire la vérité comme ça, c'est pas du tout ce que nous on a dans notre tête. Nous, on a vraiment une réalité relative qui est interprétée.
mais que, en fait, tant qu'on a un cerveau, on est obligé de vivre dans cette réalité relative. On ne peut pas se dire, ah bah, mon cerveau ne me montre que des probabilités, donc je l'utilise plus. Bah non, en fait, c'est pas possible. On est obligé d'utiliser notre cerveau. Par contre, on peut l'utiliser en sachant que c'est pas la réalité absolue, que c'est juste notre interprétation de notre monde externe ou interne. Et tout ça, ça nous permet de pouvoir observer comment notre cerveau fonctionne, nos pensées, avec notre métacognition, quelles sont nos habitudes, pourquoi est-ce qu'on choisit toujours ceci plutôt que cela. Et on peut commencer à vraiment travailler avec notre cerveau pour pouvoir lui apprendre d'autres choses, pour pouvoir lui désapprendre certaines choses et petit à petit le transformer pour pouvoir venir vraiment changer notre réalité relative. Et ça, on a le droit de changer notre réalité. On a le droit de se dire que dans une situation où on est toujours stressé, on en a marre et on veut changer pour pouvoir être calme, pour pouvoir être tranquille. C'est absolument possible. Et c'est pas parce que on est obligé de vivre dans une réalité relative qu'on se dit, de toute façon, mon cerveau ne montre que des probabilités, donc ça sert à rien de vivre et puis il n'y a rien à faire en fait. De toute façon, tout ce que je vois n'est que mon interprétation. Non, tout ce qu'on voit est notre interprétation, mais on a le droit de pouvoir travailler à la changer, à la rendre plus large, à la rendre plus précise pour changer notre réalité. Et là, on a deux possibilités. On peut travailler sur la réalité extérieure, c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est d'essayer de transformer notre environnement, on essaye d'avoir un endroit dans lequel on se sent bien, on essaye d'avoir plein d'argent pour avoir tout ce qu'on veut, on essaye d'avoir des gens qui sont sympas autour de nous, on essaye de les transformer un peu dans notre couple ou notre famille pour qu'ils arrêtent de nous enquiquiner ou de nous embêter avec leur comportement qu'on trouve chiant. Donc on essaye vraiment sans arrêt de transformer notre environnement. Et on peut arriver à avoir un environnement plus ou moins confortable si on a de la chance. Et dans un environnement confortable, on peut même vivre en se sentant plutôt bien. Mais ça reste l'extérieur qui est transformé, en sachant qu'il y a beaucoup de personnes ou disons d'événements qui peuvent transformer cet extérieur et que si on perd notre belle villa avec notre piscine et notre chaise longue et qu'on vit tout seul comme disons, dans la rue, dans un carton parce qu'on a perdu tout notre argent, quand même, ça fait une sacrée souffrance et ça fait une sacrée insécurité sans arrêt de savoir que notre extérieur peut être changé. Alors du coup, on met plein de caméras de surveillance, on appelle de la Securitas pour vraiment être sûr que tout ce qui nous appartient reste à nous. Et ça peut créer pas mal de stress d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup de possessions. Ça, c'est pour la réalité extérieure. On peut aussi travailler à transformer notre réalité intérieure. Et celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dépendante uniquement de notre esprit, de nos pensées, de notre cerveau, de nos interprétations. Et elle n'est pas du tout dépendante de l'environnement. On peut se dire, mais c'est complètement con parce que si je suis dans un environnement hyper difficile, en fait, je vais me sentir mal. En fait, non, parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent bien et qui se sentent tranquilles parce qu'ils ont travaillé sur leur réalité intérieure. Alors, c'est hyper intéressant parce que en travaillant avec notre réalité intérieure, on est le seul à pouvoir travailler dessus, on est le seul à pouvoir la changer. Et même si on a l'extérieur qui peut être difficile, on peut se sentir bien, on peut se sentir tranquille et calme, par exemple. Et tout ça, c'est un travail donc de flexibilité mentale. Donc, il y a un gros travail à faire sur le cerveau, de pouvoir lui permettre d'évoluer, de pouvoir lui permettre de s'adapter, de pouvoir faire de nouveaux apprentissages, de travailler sur toutes ces strates des perceptions et de pouvoir changer en fait notre interprétation du monde. Donc, c'est vraiment comme si on rentrait dans l'ordinateur, on changeait les pièces et puis on se recrée un nouvel ordinateur pour changer notre réalité interne sans avoir besoin de changer l'environnement externe, ce qui est beaucoup plus sécurisant parce que ça dépend que de nous. Mais après, comme ça dépend que de nous, on est aussi les seuls à devoir faire l'effort et on est aussi les seuls à pouvoir le faire. Ça ne peut pas être quelqu'un qui peut le faire à notre place. Donc, pourquoi on peut dire ça? Par exemple, si on prend la douleur, on avait vu notre travail de la douleur. Donc, alors, les sensations, les émotions, l'attention, la mémoire, le contexte, le soi, la récompense, l'anticipation de notre cerveau participe à sentir les sensations de douleur, elles sont intégrées. Et ensuite, on a la perception de la douleur qui apparaît dans notre cerveau. Et dans un contexte, par exemple, si on est dans une soirée sadomaso, peut-être que la douleur sera quelque chose de très agréable et très présent.
Et si on est dans un autre contexte, donc le même couple qui est à ce moment-là en train de se disputer avec vraiment des violences physiques, par exemple, on peut avoir la même douleur qui est captée au niveau des émotions et de notre système, au niveau des sensations et de notre système électrique du corps, mais l'intégration et l'interprétation de la douleur est totalement différente. Elle peut être agréable et plaisante dans un cas, elle peut être très agréable et vraiment horrible et cause de souffrance dans un autre cas. Donc en fait, on se rend compte que la douleur en elle-même n'est ni agréable ni désagréable, c'est uniquement l'interprétation qu'on en fait et disons que notre cerveau en fait de son habitude qu'il a de dire si c'est bien ou mal. Et tout ça, on peut le changer. Modifier sa réalité, donc c'est possible. Sa réalité extérieure, c'est possible. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. La réalité intérieure, c'est aussi possible. Ça prend aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si on travaille notamment sur la partie intérieure, qui est, disons, celle qui m'intéresse beaucoup, ben c'est des centaines d'heures d'entraînement. Il ne faut pas imaginer que en 30 minutes, on va réussir à changer tout le fonctionnement de notre cerveau si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans qui travaille d'une certaine manière, ben, il a passé quelques heures à renforcer certains circuits, donc il va falloir passer quelques heures à soit les rendre plus petits et en créer d'autres, par exemple. Et tout ça, ça va permettre de transformer en fait nos programmes automatiques. Et en transformant nos programmes automatiques, automatiquement on transforme nos perceptions et automatiquement on a d'autres possibilités de choix, d'autres possibilités de comportement qui arrivent dans notre conscience de soi et du coup on peut partir sur d'autres habitudes de vie. Donc le changement, c'est maintenant et on a le droit de passer d'une petite chenille à un beau papillon en travaillant sur notre cerveau, sur tous ces différents niveaux de conscience pour pouvoir évoluer et être plus tranquille dans la vie. Par rapport à la bibliographie, je me suis inspiré de tous ces livres et articles. Il y en a vraiment 2 livres qui sont juste absolument incroyables. Cognitive Neuroscience, Biology of Mind, il est génial, il est super bien fait, il est super bien illustré, c'est hyper cohérent, c'est hyper clair. Franchement, ils ont fait un travail mais de dingue, c'est trop bien. Et Neurology of Consciousness, Cognitive Neuroscience en neuropathologie, juste génial. Il travaille sur vraiment tous les aspects de la conscience, le sommeil, les rêves. C'est trop bien fait. Il y a plein de bons exemples. Et j'ai vu qu'il y avait une édition de 2016 qui était sortie. Je ne l'ai pas lu, mais franchement, le 2009, il était trop bien. Donc, si vous êtes intéressé, trouvez celle de 2016. Je pense que ça va être génial. Et bon, bah, tout le reste, vous pouvez aussi aller guigner si ça vous intéresse.